L'échiquier international, bienvenue à vous. L'UE et la Russie, l'escalade monte d'un cran sur fond de conflit en Ukraine. En effet, Bruxelles décide de geler indéfiniment les avoirs russes en dévoyant ses propres traités et contre l'avis d'un grand nombre de dirigeants et d'institutions financières. La raison, pour continuer la guerre en Ukraine, des fonds doivent être accordés pour garantir des prêts. D'après un plan d'aide présenté déjà le 3 décembre dernier, Van der Leyen et le chancelier allemand Merz ont poussé pour aller vers cette solution, aux grandes dames par exemple du ministre belge Bart de Wever, car une large partie des fonds russes se trouve dans des institutions financières au clair établies en Belgique. On parle d'un montant de 185 milliards de dollars. La Banque centrale russe, elle, a décidé de porter plainte contre Euroclear. Ce type d'action de l'UE pose problème au niveau du droit international, mais également cela peut décourager tout futur investisseur voulant placer des actifs en Europe, surtout que cela tombe à un moment où les Russes et les Américains tentent d'établir un plan pour en finir avec le conflit en Ukraine. Faisons le point, à tout de suite. La guerre en Ukraine doit continuer coûte que coûte. Telle semble être la pensée des dirigeants de l'UE, et si les fonds viennent à manquer, il faudra s'appuyer sur ceux qui sont disponibles, que cela appartienne à un pays tierce et belligérant dans le conflit ukrainien. Ce n'est qu'un détail, un détail synonyme sans doute de franchissement de Rubicon dans la guerre qu'entame l'Europe contre Moscou. Pour en parler, je reçois Karine Béché-Golovko, politologue qui nous parlera à partir de Moscou. Merci d'être des nôtres, Karine Béché-Golovko. Bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Avant de parler du sujet du jour, Karine Béché-Golovko, au moment même où des négociations pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine se déroulent, la Bosnie-Herzégovine commémore les accords de paix de Dayton. Il y a 30 ans, c'était le 14 décembre 1995. Des accords qui ont mis fin, pour rappel, qui ont mis fin au conflit lié à l'éclatement de la Yougoslavie. On l'avouait déjà à l'époque, ce n'est pas une paix juste, mais c'est plus juste que la poursuite de la guerre. Après 3 décennies de paix, Serbes et Bosniaques et Croates contestent le cadre institutionnel défini par les accords de Dayton à Paris. Résultat, la région n'a jamais réellement trouvé son équilibre. La région ne s'est jamais vraiment remise de la disparition de la Yougoslavie voulue par l'Occident. Est-ce que vous avez un commentaire ou je sais pas, un avis concernant cet anniversaire qui tombe à point nommé avec les négociations qui se déroulent pour une sortie de crise en Ukraine? J'irai déjà un rappel et une remarque, si c'est possible. Le rappel est que l'éclatement de la Yougoslavie est la résultante directe de la chute de l'URSS et du bouleversement géopolitique qui l'a entraîné. Donc ce n'est pas un événement en soi, et il s'inscrit également dans toute une suite de conflits qui ont été allumés, je dis bien qui ont été allumés dans la région et dans l'espace post-soviétique, justement suite à la chute de l'URSS, puisque le but était de détruire, sinon politiquement, dans ce cas-là physiquement, les élites locales, et de les remplacer par des élites qui soient beaucoup plus compatibles avec le nouvel ordre qui s'instaurait, à savoir l'ordre américano-centré et atlantiste. Et ça, il me semble que c'est ici une excellente leçon à tirer, puisque il semblerait que les Américains aient le don d'allumer les conflits pour ensuite venir faire semblant de les éteindre quand ils ne peuvent pas complètement les aboutir en leur sens, en laissant une situation pourrir, ce qui ne permet pas d'instaurer une véritable paix stratégique à long terme. Et c'est exactement ce que nous voyons avec le conflit en Ukraine, qui est lui aussi une des conséquences de la chute de l'Union soviétique, qui, en tout cas dans sa phase active, rappelons-le, a commencé en 2004 avec la révolution orange, lorsque les résultats électoraux ont été contestés et que l'OSCE a imposé un 3e tour électoral inconstitutionnel, ce qui a brisé l'ordre
politique, mais ça n'a pas été suffisant puisque la personne qu'il ne voulait pas voir revenait au pouvoir quelques années plus tard. Donc en 2014, nous avons vu les États-Unis et leurs élites européennes vassalisées mettre à feu et à sang l'Ukraine afin de noyer la société dans la guerre et dans le sang. Et nous voyons aujourd'hui ces mêmes Américains arriver avec un plan de paix puisque manifestement sur le front, ils ne peuvent pas remporter la victoire. Donc il me semble effectivement que les accords de Dayton sont un excellent exemple, ou je dirais peut-être plutôt un contre-exemple, et qu'en tout cas, ils méritent sérieusement réflexion. Alors, sujet du jour, on l'a dit, l'UE gèle les avoirs russes en dévoyant ses propres traités. La Russie riposte en saisissant les avoirs des entrepreneurs européens en Russie, qui n'ont rien demandé, hein. Mais bon, et on riposte, c'est normal. L'UE agit, et on ne l'a pas dit, mais agit contre l'avis de la BCE, du FMI, du président américain Donald Trump, du Japon, de l'institution Euroclear, où étaient les fonds souverains russes, et aussi contre l'avis des grands investisseurs dans le monde. L'Europe désargentée veut pourtant poursuivre la guerre contre la Russie, vaille que vaille, Madame Béché-Golovko. Alors oui, il semble que effectivement nous ayons franchi une certaine barrière, puisque si l'on s'en tient sur le plan légal, a priori, les institutions européennes n'ont pas la compétence pour prendre ce genre de décision. Donc, il s'agit ni plus ni moins d'une spoliation, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, et c'est une spoliation d'actifs d'un État. Et là, c'est quand même du jamais vu. Donc, pourquoi arriver jusque-là? Parce que manifestement, les élites globalistes européennes n'ont absolument pas le choix. Dans quelle mesure elles agissent réellement de manière autonome ou dans quelle mesure est-ce une action concertée, puisque pour l'instant, la Russie ne cède pas sur les éléments du plan de Trump, en tout cas appelés de telle manière, qui vont complètement à l'encontre de son intérêt national. Ça, c'est une question à laquelle il ne faut quand même pas trop se presser de répondre en disant que d'un côté, nous avons les vilains européens qui veulent, eux, de façon souveraine, alors que d'un côté, nous reconnaissons que ce ne sont pas des États souverains, continuer la guerre, et d'un autre côté, des gentils Américains qui, eux, veulent la paix, alors qu'ils reconnaissent parfaitement que ils veulent certaines conditions qui sont favorables à l'intérêt américain et atlantiste. Et d'un autre côté, la vente d'armes qui actuellement accompagne le conflit en Ukraine va complètement dans l'intérêt des États-Unis. Donc est-ce que là, justement, les États-Unis ne joueraient pas un double jeu en se mettant tranquillement à l'ombre pendant qu'en fait, ils envoient les Européens prendre les coups et finalement détruire ce qui reste de l'Europe, ce qui va aussi dans l'intérêt des États-Unis? Alors, qu'est-ce que vous nous dites au fond, puisque Trump le dit lui-même, souhaite un arrêt des combats dans le conflit dont on parle. D'un autre côté, vous semblez dire que les Américains jouent un double jeu, puisqu'ils vantent en même temps des armes en Ukraine. Ils écoulent un arsenal militaire en Ukraine. Donc, est-ce que c'est contre l'avis de Trump, ou est-ce qu'il y a d'autres structures de pouvoir aux États-Unis qui encouragent la poursuite de la guerre aux grandes dames de Trump? Comment comprendre la situation? Oui, il me semble que c'est un jeu extrêmement complexe qui se joue et c'est normal puisque la situation est objectivement complexe. Donc, même si on a toujours besoin de simplifier les choses, il me semble qu'ici, il faut justement tenir compte de cette complexité. L'arrivée de Trump au pouvoir a modifié quelque peu les règles du jeu, mais n'a pas modifié la finalité du jeu. C'est-à-dire que dans tous les cas, il s'agit de la défaite stratégique de la Russie et ça n'a absolument rien changé. Et la question est alors de savoir, est-ce que l'on peut y arriver autrement que par une confrontation directe, et aux frais des Américains, puisque ça coûtait cher et cela demande quand même des ressources énormes sans avoir réellement, en tout cas pour les atlantistes, une véritable certitude de remporter la victoire, bien loin de là. Donc, Trump est entré dans le jeu en diversifiant en quelque sorte les approches. D'un côté, il a transféré le coût
de la guerre en Ukraine sur les Européens, ce qui permet en tout cas de continuer à faire cette guerre, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus rentable pour les États-Unis, à la différence de ce que faisait l'administration Trump, d'où l'urgence pour les Européens de trouver des fonds et ils essayent de grignoter les avoirs russes. Mais par ailleurs, on voit que cette volonté de paix est quelque peu discutable si on parle d'une véritable paix, c'est-à-dire qui permette réellement de régler les sources de ce conflit, ce que veut la Russie. D'un côté, parce que si simplement Trump voulait une paix à n'importe quel prix, il suffirait justement d'arrêter de vendre des armes, de couper Starlink et d'arrêter de fournir du renseignement militaire à l'Ukraine, ce qui n'est pas fait. Donc déjà, cela quand même lève, on va dire, certaines questions. Deuxièmement, lorsque l'on voit et l'on entend parler de certaines dispositions dans les accords proposés par Trump, il y a quand même certaines choses assez surprenantes, notamment en ce qui concerne la centrale de Zaporozhye. Alors, je comprends que les États-Unis ont besoin de ressources énergétiques. En principe, ils ont besoin énormément de ressources parce qu'ils ont quand même du mal de ce côté-là. Mais ça semble être une condition assez difficile à accepter pour la Russie, même si l'AIEA joue parfaitement le rôle des Atlantistes, comme nous voyons depuis le début du conflit, avec son aveuglement extrêmement sélectif. Puisque les tirs qu'elle constate sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, elle ne les a jamais attribués à l'armée ukrainienne, enfin atlantico-ukrainienne, alors qu'il serait quand même surprenant que l'armée russe se tire dessus. Donc ça, il y a ici beaucoup de questions qui se posent, également en ce qui concerne la notion territoriale, qui ne tient pas compte des réalités, en tout cas actuelles. Si l'on s'arrête même à la réalité actuelle constitutionnelle et militaire, puisqu'il n'est question que du Donbass, donc des régions de Donetsk et de Lugansk. Bon, la Crimée est quand même plus ou moins indiquée comme devant être russe, mais au-delà de ça, de toute manière, se pose la question pour les régions au minimum qui sont rentrées dans la constitution russe et celles-ci ne sont pas reconnues par cet accord. Donc il y a une impossibilité pour la Russie de signer l'accord en l'état, même s'il le voulait, pour la simple et bonne raison que la Constitution russe, suite à l'avant-dernière modification, constitutionnelle, prévoit une responsabilité pénale pour haute trahison s'il y a une négociation du territoire russe. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui semblent assez surprenants. On peut pas dire que Trump veuille la paix a priori pour la paix. Ça n'est pas son rôle, ça n'est pas un grand pacifiste, c'est le président des États-Unis. Et en tant que tel, institutionnellement, il a pris en charge la guerre des États-Unis et il ne peut pas se permettre une défaite des États-Unis. Je pense qu'il faut quand même être assez objectif sur le sujet. Aux États-Unis, il y a plusieurs strates de pouvoir. Peut-être que certains veulent poursuivre la guerre et lui a un autre plan concernant l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il est pacifiste, mais veut peut-être conjuguer le mot business dans cette région du monde. On a parlé des terres rares. Sur lesquels il voudrait se rembourser avec tous les prêts qu'il a fournis à l'Ukraine. Enfin, on verra dans les prochains jours, puisqu'on a dit que les pourparlers avec les Russes, il y avait plusieurs moutures, mais rien n'était définitif, les contours étaient un peu flous. Revenons sur le sujet du jour. Alors, on parle d'un gel des fonds russes évalué à 180 milliards de dollars, qui était en dépôt à Euroclear, qui est une institution financière basée donc en Belgique. Ce type d'action met l'Union européenne à la marge du droit international, puisqu'il s'agit de fonds souverains russes, on l'aura compris, on ne peut pas se les approprier comme ça. Comment cette mesure est vue du côté de Moscou, Karine Béchegolovko? Cette mesure est extrêmement mal perçue puisque il y a normalement quand même une certaine sacralité en le domaine, c'est-à-dire que si vous déposez vos avoirs qui vous appartiennent en pleine propriété dans un autre pays, celui-ci ne peut pas se les approprier. Donc, c'est une violation de tout le système de la finance internationale
qui est en train d'être opéré par l'Union européenne. Les conséquences réelles ne sont qu'à imaginer parce que, oui, ça concerne directement la Russie qui, comme vous l'avez souligné, va répondre, même si les entreprises étrangères, effectivement, n'y sont pour rien. Malheureusement, la Russie non plus n'y est pour rien si on lui vole ses avoirs. Donc, ici se pose le problème de la réciprocité. Et comme toujours, d'une certaine manière, les particuliers, les entreprises, en tout cas les personnes privées, sont entre guillemets prises en otage de ces situations, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Le 3 décembre, lors d'une réunion, Van der Leyen avait évoqué le gel des fonds souverains russes. Certains conseillers financiers lui avaient dit que ça pourrait mettre en danger l'Union européenne et la zone euro. Donc on ne comprend pas très bien à quoi jouent les Macron, les Merz, les Streimer, les Kaja Kallas, puisque plus aucun investisseur désormais n'aura confiance dans les institutions européennes, ce qui pourrait faire chuter l'euro et faire couler l'Union européenne. Tout à fait, puisque donc c'est la deuxième conséquence. Ça, à mon avis, les conséquences ne concerneront pas que la réaction de la Russie, mais risquent de concerner la réaction de tout autre pays qui va finalement comprendre que à partir du moment où il risquerait de tenir une ligne politique qui ne corresponde pas aux intérêts atlantistes, il se verrait dépossédé de ses biens. Donc, nous sommes dans une zone de hors-droit totale. Et effectivement, la position des élites dirigeantes européennes est quelque peu surprenante parce que cela ressort en fait du fanatisme total. Et là, on voit bien ce côté hors sol des élites dirigeantes globalistes, que ce soit en Union européenne ou ailleurs, parce que il y a une espèce de fantasmagorie, une impression d'irresponsabilité totale, puisque effectivement, oui, d'une certaine manière, elles ont réussi à rompre le lien de responsabilité du système démocratique, qui oblige toute élite à répondre de ses actes devant le peuple, mais cela ne veut pas dire que ces gens puissent faire n'importe quoi. Et il y a ici même certaines déclarations assez surprenantes si l'on prend le cas de la France, puisque d'un côté, vous avez partout des déclarations allant dans le sens de maintenant c'est génial, nous allons avoir les fonds pour pouvoir continuer la guerre en Ukraine, et d'un autre côté, lorsqu'il s'agissait de pouvoir saisir également les actifs qui étaient en France, c'était non, on peut saisir les autres, mais ceux de la France, c'est pas la peine, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, on voit bien que d'un côté, il y a quand même une certaine conscience que la réponse derrière va être féroce, mais c'est comme si, de toute manière, les raisons l'emportaient sur le côté rationnel. Karine Péché-Kolovko, si on faisait un résumé de la situation, bon, dit-on, vous n'êtes pas d'accord, mais Trump, allez, on va éviter le mot arrêt des combats, mais voudrait opérer un autre bras de fer avec Moscou à la marge de la guerre peut-être. Zelensky, lui, est en position marginale avec une armée en recul, des affaires de corruption dans son premier cercle, on a vu ça la semaine dernière. Poutine, lui, ne peut pas accepter une paix que s'il peut aussi la vendre à la population russe qui a aussi perdu des soldats, il faut le dire, c'est-à-dire on parle d'annexer tout bonnement le Donbass. Est-ce que cela pourrait résumer la situation actuelle ou est-ce que vous avez des nuances ou des choses à ajouter sur ce tableau? Alors, le fait que Trump veuille arrêter les combats, je pense que c'est justement, oui, la très très bonne formulation. Il ne veut pas la paix. Il veut effectivement arrêter les combats, comme vous l'avez dit. Et ça, il me semble que c'est la formulation la plus juste, à laquelle, par ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a répondu en disant que justement, la Russie ne voulait pas arrêter les combats. Elle voulait la paix. Et c'est là où on voit cette différence, en fait, des positions entre d'un côté les atlantistes, européens ou américains, et les Russes, puisque les atlantistes ont actuellement besoin, effectivement, oui, d'arrêter les combats, parce qu'ils ont besoin de gagner du temps pour réindustrialiser, en tout cas relancer l'industrie de l'armement, notamment en Europe, parce que les États-Unis ne pourront pas suffisamment fournir éternellement ce conflit, et il y a un manque d'armes. Et deuxièmement, pour essayer de reformater l'opinion publique afin de bien faire rentrer
la notion que la Russie est l'ennemi et que donc il risque de falloir y aller. Donc deux, que il faut pour l'instant prendre des mesures qui sont absolument défavorables aux pays membres de l'Union européenne, mais que soi-disant ces mesures sont justifiées par le fait que la Russie est un ennemi. Donc ici on voit bien le double jeu en fait des institutions européennes qui ainsi légitime sur le dos de la Russie des décisions que peut-être de toute façon elles auraient prises et qui entraînent une baisse du pouvoir d'achat, une baisse des capacités économiques, des crises sociales, des crises politiques. Mais en situation de conflit latent, les populations sont censées ne pas lever la tête, ne pas contredire, ce qui libère complètement les élites dirigeantes de ces pays pour prendre des mesures absolument liberticides, ce que l'on voit quasiment au quotidien aujourd'hui. Donc il y a là un jeu qui se joue. Du côté de la Russie, vous avez raison, les pertes en Russie sont effectivement aussi extrêmement importantes. Il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent de manière volontaire pour aller au combat. Et pas toutes les familles sont visées, mais une grande partie de la population connaît des gens qui sont des proches, qui sont sur le front. Donc ça devient petit à petit une guerre nationale, même si cela n'emporte pas le nom. Donc, cela oblige aussi les élites dirigeantes à ne pas pouvoir geler la situation, même si peut-être certains en ont franchement envie et on le voit, mais en revanche, à devoir pas seulement servir un gâteau qui soit mangeable par le bon peuple, mais quand même derrière à remplir le contrat par rapport aux engagements qui ont été donnés à la population qui, elle aussi, s'est engagée, ce qui explique que la Russie soit beaucoup plus hésitante sur ce qui lui est proposé aujourd'hui qu'elle ne l'était, par exemple, à l'époque des accords de Minsk. Est-ce que ce contrat stipulerait justement la récupération, l'annexion du Donbass? Est-ce que le Donbass serait une garantie de sécurité et de paix sur le long terme pour Moscou? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'annexion, ne serait-ce que sur le plan juridique, pour la simple et bonne raison que les populations du Donbass, dès 2014, après la chute de l'Ukraine en tant qu'État, se sont prononcées pour sortir de l'Ukraine et rentrer en Russie, ce que la Russie n'a pas fait à l'époque. Mais certains, c'est pour ça que j'hésitais sur le terme annexion, récupération, voilà, sécurisation, sanctuarisation. Enfin, ça dépend comment on voit le sujet, donc j'ai essayé d'utiliser plusieurs synonymes, c'est pour ça. Le problème, c'est que juridiquement et politiquement aussi, ils ont quand même des significations différentes. Donc, le rattachement du Donbass à la Russie a été fait. Il a été fait sur la base du droit des peuples à l'autodétermination, qui est un principe de droit international. Les conditions ont été respectées, même si cela ne plaît pas à l'Occident. Mais ce n'est pas à l'Occident de déterminer des frontières des pays extérieurs. Sinon, nous serions dans un système justement de globalisation. C'est bien aux populations à déterminer dans quelles frontières elles veulent vivre. C'est ça, en fait, les États souverains. Donc, cela passe effectivement, oui, par la récupération et la reconnaissance juridique, et non pas simplement factuelle, ce qui est aussi proposé par Trump, des frontières de la Russie, des frontières constitutionnelles qui correspondent au Donbass, mais qui correspondent également aux régions de Zaporojie et de Kherson. Donc, je ne pense pas qu'actuellement, comme vous le soulignez, l'Occident puisse se permettre de reconnaître ces frontières, pour la simple et bonne raison que dans ce cas-là, il reconnaîtrait sa défaite. Alors, et puisque le monde global ne peut qu'avancer, il peut pas reculer. Donc, il y a ici une impasse logique, en tout cas tant que les globalistes sont au pouvoir. Lors d'un déplacement à Rome mardi dernier, à l'issue d'un entretien avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky, à des journalistes italiens, affirmé qu'il pourrait céder sa place et organiser des présidentielles. Ça venait en guise de réponse à la critique de Donald Trump, qui lui avait reproché d'utiliser la guerre pour refuser d'organiser un tel scrutin. Votre avis ? Vous savez, lorsque vous allez au théâtre, en général, il y a toujours deux troupes, parce qu'il est tout à fait possible qu'un des acteurs tombe malade, ce qui n'empêche pas la pièce d'être jouée ainsi. C'est un petit peu de cette manière que l'on peut interpréter les élections en Ukraine. Des élections, ce n'est pas un processus formel où vous trouvez un candidat, vous organisez vaguement des bureaux de vote, vous organisez vaguement quelques observateurs, il suffit que quelques personnes
un bulletin de vote dans l'urne et hop, vous avez droit à des élections. Parlez d'une Les corruption, élections, là. Parlez d'une corruption endémique, c'est ce que vous êtes en train de souligner, hein. non, je parle d'un problème systémique beaucoup plus profond. C'est que pour qu'il y ait des élections dans un État, tout d'abord, il faudrait qu'il y ait un État. Or, lorsque nous voyons que il n'y a pas d'État dans le sens juridique du terme en Ukraine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonctionnement régulier et normal des institutions sur l'ensemble du territoire, hein, quel que soit le candidat qui sera avancé pour remplacer Zelensky, il aura une fonction politique, hein, il n'aura pas une fonction juridique, je m'explique. C'est-à-dire que Zelensky est devenu toxique, mais n'importe quelle personne qui sera à sa place serait également devenue toxique. Ce qui n'empêche pas que du point de vue des Atlantistes qui maîtrisent politiquement le territoire ukrainien, ils ont besoin de changer d'acteur. Donc, quelle que soit la personne qui sera sur place, dans la mesure où vous avez un contrôle total des médias, dans la mesure où vous n'avez aucune indépendance de la justice, dans la mesure où vous n'avez aucune indépendance des partis politiques, puisque tous les partis d'opposition ont été annulés. Il faudrait quand même se souvenir de ça aussi. De quelle élection libre et honnête peut-on parler? Donc, toute autre organisation d'un processus électoral ne sera qu'une mise en scène afin de pouvoir renforcer le pouvoir atlantiste en Ukraine, afin qu'une nouvelle personne, un nouveau visage puisse faire ce que Zelensky ne peut plus faire. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Karine Béchier-Golovko d'avoir été des nôtres à partir de Moscou. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste de la Russie. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à demain.